Voilà, nous allons commencer. Alors bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le thème de quelle data pour une transition workplace réussie. Aujourd'hui, il y aura 3 intervenants différents. Tout d'abord, Xavier Hortz, CEO Aremis Group. Ensuite, Laura Chauvelon, Area Manager chez Aremis Suisse. Et pour finir, Sophie Léonard, Practice Leader Workspace pour Aremis France. Alors avant de laisser la parole à Xavier, je vais vous expliquer quelques fonctionnalités de la plateforme. Tout d'abord, en bas de votre écran, vous trouverez une petite cloche qui vous permettra de désactiver les notifications. Ensuite, l'icône juste à côté vous permettra de passer en mode plein écran. Et cette dernière icône vous permettra de masquer ou afficher le panneau latéral. En ce qui concerne les fonctionnalités se trouvant dans le panneau latéral, vous pouvez accéder aux questions. Et dans cette section, vous pourrez poser vos questions et voter pour les questions que vous souhaitez mettre en avant auprès des intervenants. Pour terminer, je tiens à préciser que la session est enregistrée. Elle vous sera envoyée sous-titrée en anglais. Je vous souhaite à tous une bonne session et je laisse maintenant la parole à Xavier. Merci Céline et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Le thème, donc, s'il l'a introduit, c'est quelles données pour gérer efficacement votre transition workspace. Et ce que je voudrais faire en introduction, c'est vous partager le contexte dans lequel toutes les organisations évoluent. C'est le contexte qu'on a qualifié de Workplace Transition Journey, donc le parcours de transition vers le nouveau monde du travail. Il s'agit en fait de 3 transitions qui sont étroitement interdépendantes. Une première transition, c'est la transition real estate, parce qu'à partir du moment où le télétravail s'intensifie, on a bien entendu a priori besoin de moins de mètres carrés, en tout cas si la gestion est vertueuse. Là, avec la crise, les entreprises ont constaté que leur immobilier est extrêmement rigide en capacité, mais aussi rigide en coût. Et donc, on va évoluer vers un immobilier qui va être probablement redimensionné, mais qui va aussi être rehaussé en termes de qualité et qui va être flexibilisé, hybridisé entre le domicile, le bureau traditionnel revu et les espaces de coworking, les autres tiers-lieux. Et donc, c'est une première transformation. Une deuxième transformation, c'est la transformation des espaces de travail à proprement parler. Ils étaient très intensifs en poste de travail, en bureau individuel entouré de salles de réunion, et on va avoir une vraie inversion des pondérations avec beaucoup plus d'espaces collectifs, d'espaces collaboratifs, mais aussi la volonté de rehausser l'expérience du lieu de travail, puisqu'on va le voir, il va y avoir un vrai challenge pour attirer et avoir à nouveau les employés au bureau. Troisième transformation, et ce n'est pas la moindre, la transformation managériale et culturelle. On ne gère pas à distance comme on gérait en présence. La supervision visuelle est terminée et donc on doit gérer par objectif, on doit faire de l'empowerment, on doit responsabiliser, on doit faire confiance. Ça, c'est sur l'approche managériale en général. Et de manière très concrète par rapport à l'environnement de travail, il va falloir s'accorder au sein des équipes sur quels sont les jours de la semaine où l'équipe se retrouve au bureau pour travailler ensemble au bureau, quels sont les jours où on travaille à distance, comment travaille-t-on à distance d'ailleurs, quels sont les protocoles. Et entre les équipes elles-mêmes, il va falloir également s'accorder pour avoir une bonne répartition, un bon partage des espaces de travail dans le temps pour éviter d'avoir des affluences le lundi, le mardi et le jeudi et avoir des bureaux désertés le mercredi et le vendredi, comme on le voit en tout cas dans certains pays. Et donc, c'est une triple transformation qui attend la plupart des organisations. Et on le comprend, elle touche au fonctionnement même de l'entreprise dans ses éléments les plus structurants. Et donc, c'est une transformation qui doit être prise à bras-le-corps par l'ensemble de l'organisation, y compris par les niveaux managériaux les plus élevés. Et donc, c'est ça le contexte. Si on peut compléter ça, je dirais qu'on a vu des évolutions dans l'état d'esprit des employés ces derniers mois, dans nos états d'esprit, une évolution du moral avec, c'est une crise qu'on a traversée, mais en plus avec des soubresauts, avec des déconfinements et de l'espoir déçus et des reconfinements. Et là, vous voyez où nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a énormément d'attentes par rapport au retour à
la normale, mais qui ne sera pas l'ancienne normalité, ce sera une nouvelle normalité. Et par nature, dans tout phénomène de changement, on va assister à certaines désillusions, à la confrontation à certaines réalités parfois peut-être désagréables, et donc on va encore avoir des oscillations. On va certainement avoir des oscillations, et ce qu'on projette aujourd'hui est notre vision d'aujourd'hui sur la réalité de demain, mais la réalité de demain sera probablement différente de celle que nous pensons. Et donc tout ça pour vous dire que on va avoir besoin de chain management, on va avoir besoin de données à fréquence accélérée et des données incontestables. Et donc c'est sur ce thème-là qu'on va vous entretenir aujourd'hui. Alors, il y a un premier challenge qui se présente, c'est celui du bon dimensionnement des espaces. L'utilisation réelle des espaces, en fait, elle va être influencée par différents paramètres qui sont interdépendants et très variables, et encore pas nécessairement maîtrisés aujourd'hui. En particulier, les règles que les entreprises vont fixer concernant notamment les jours et les intensités du télétravail. Alors, la plupart des entreprises s'y attellent. Aujourd'hui, on considère plus ou moins que la moitié ont déjà communiqué leurs intentions précises en la matière. Après, il y a comment ça se concrétise, qui vient quand, et ça, c'est le travail notamment des équipes de définir entre elles, comme je le disais tout à l'heure, sous forme de team agreement, quand je viens au bureau avec mon équipe, quand je reste plutôt chez moi, même si le bureau doit toujours être un espace accessible, mais quels sont les jours de prédilection pour chaque équipe. Et donc ça, c'est des choses qui doivent se mettre en place, et on sait que c'est en réflexion dans la plupart des organisations. Ce qui est plus compliqué à prédire, c'est les comportements individuels. Les gens vont certainement revenir en masse dès qu'ils pourront, tout simplement pour retrouver leur lieu de travail initial. Néanmoins, ils vont être rapidement reconfrontés aux difficultés des transports, des congestions, du temps tout simplement passé pour aller au bureau et revenir du bureau. Et donc, on s'attend aussi à ce qu'après une première vague de retour, on ait un reflux qu'il faudra pouvoir mesurer. Et bien entendu, il y a les contraintes associées au site. Ces contraintes, normalement, on les connaît, ce sont des contraintes pratiquement physiques, mais on va pouvoir les aménager. Et bref, on va vraiment avoir besoin de données fiables pour pouvoir s'ajuster rapidement, et pas s'ajuster sur base d'injonctions de minorités activistes, mais pouvoir s'ajuster sur base de faits incontestables. Le deuxième challenge après celui du dimensionnement est celui d'entretenir, de développer, d'intensifier l'expérience du lieu de travail. On est dans un contexte de guerre des talents, et pour des raisons démographiques, ce n'est pas un contexte qui va évoluer très rapidement. Donc cette guerre des talents, elle est durable. Or, ce qu'on a pu mesurer pendant le confinement, c'est que 83% des employés considèrent que leur environnement de travail à domicile leur permet de travailler de manière productive, alors que seulement 64% des employés, les mêmes employés, considèrent que leur environnement de travail au bureau leur permet de travailler de manière productive. Et donc, il y a un vrai challenge, parce qu'on a 36% de la population qui considèrent que leur environnement de travail au bureau ne leur permet pas de travailler de manière productive. Et donc, il y a ce challenge de non seulement rendre le bureau plus productif, mais pour toutes les bonnes raisons que les gens ont de pouvoir bien travailler chez eux, on doit aussi relever le niveau d'expérience du lieu de travail au bureau. Et donc, il y a ce challenge de mesurer l'expérience du lieu de travail et de la faire évoluer. Et ce sera la deuxième partie de l'entretien. Le premier zoom que nous faisons, c'est comment être en contrôle de l'occupation des espaces pour justement pouvoir les dimensionner. Alors, déjà bien avant la pandémie, en tant qu'intégrateur de solutions technologiques pour l'environnement de travail, en tant que consultant dans la gestion de l'environnement de travail, on s'était interrogé sur les multiples technologies qui foisonnent sur le marché, qui donnent parfois le tournis tellement elles sont toutes prometteuses les unes que les autres. Et en réalité, quand on a réalisé quelques benchmarks, on s'est rendu compte que
un sondage qui avait été réalisé auprès d'entreprises technologiques auxquelles on peut faire confiance pour être plutôt des adeptes des nouvelles technologies. Et en réalité, il y en avait déjà 82% de ces entreprises qui faisaient un suivi très précis d'utilisation des espaces. Par contre, dans ce suivi, 56% utilisaient des sources de données existantes. Ces sources de données existantes sont les accès badge et les accès sur le réseau informatique. Alors que seulement 13% utilisaient des capteurs et 30% continuaient à faire des relevés sur site, relevés manuels, qui sont parfois d'ailleurs intéressants pour avoir une vision plus large, une compréhension plus large de comment les espaces sont utilisés. Bref, on s'est intéressé de beaucoup plus près aux données existantes, qui ne coûtent rien à déployer, il suffit de les exploiter, et en particulier sur la gestion des accès badge, dans la mesure où les accès sur le réseau sont un peu plus, je dirais, sensibles au niveau notamment de la confidentialité, des normes GDPR et autres. Voilà, et donc je fais ce zoom sur la gestion des données d'accès badge. Je vous explique quel est notre processus. C'est important d'être transparent sur les traitements qui sont opérés. En réalité, on va travailler tout au départ sur des données qui ont clairement un caractère personnel au sens de la CNIL et du GDPR. On va exploiter les accès badges tels qu'ils sont mesurés quotidiennement dans les bâtiments, à l'entrée et à la sortie des bâtiments, voire des étages de bâtiments ou des zones. On va exploiter la liste des badges qui ont été attribués à des occupants potentiels, et on va exploiter aussi l'annuaire d'entreprise. L'annuaire d'entreprise va nous fournir une information extrêmement précieuse, c'est non pas à qui appartient le badge, mais de quel service, de quelle équipe, de quelle division s'agit-il. C'est ça qui nous importe, ce n'est pas qui est entré quand, mais ce qui nous importe, c'est de savoir combien de personnes de quelle équipe et de quelle entité sont présentes dans le bâtiment. Et donc, c'est en utilisant ces trois sources de données que nous allons, après pseudonymisation, c'est-à-dire anonymisation des données, pouvoir utiliser, avoir une première matière première qui seront les entrées et les sorties par business unit, par équipe, par division. Alors ces données-là, en soi, elles sont très intéressantes, mais il faut les confronter à la réalité du terrain. Et donc, on va partir des plans, de la cartographie des zones d'accès, des espaces qui sont prédéfinis, qui sont préalloués à des équipes. Tout ça, on va se le représenter et on va croiser ces données avec à la fois, je dirais, de l'analyse du traitement lourd. On gère parfois plusieurs millions ou dizaines de millions d'entrées dès qu'il s'agit de sites de taille importante. Mais ces données, on va aussi les interpréter pas qu'avec de l'intelligence artificielle, mais aussi avec de l'intelligence humaine, dans la mesure où on doit être on doit pouvoir différencier des profils qui sont des profils avec des besoins vis-à-vis des bureaux, de profils qui sont par exemple des équipes d'intervention, des équipes de nettoyage, des équipes de maintenance, des visiteurs, etc. Et donc, il va y avoir une ségrégation des données. On va définir des patterns d'occupation, des profils d'occupation et surtout identifier des pics, des moyennes, des tendances, etc. par bâtiment et par équipe. Et donc, c'est tout ce traitement qu'on va mettre sur pied et qu'on va pouvoir industrialiser pour pouvoir le rendre récurrent et donner des tableaux de bord extrêmement précieux dans le nouveau contexte auquel nous nous préparons. Alors, quelques exemples. Ici, on a l'exemple d'un tableau de bord qui porte sur l'analyse de la fréquentation d'un bâtiment. Alors, c'est une analyse qu'on a faite pré-Covid chez un client qui nous avait annoncé, puisque dans la phase de préliminaire, on l'avait interrogé sur sa politique workplace, et il nous avait dit qu'il faisait 2 jours de télétravail, qu'il était en environnement de travail partagé, qu'il avait la sensation qu'il y avait plutôt pas mal d'espace, que l'espace n'était pas très utilisé, et donc il se posait la question de pouvoir densifier, donc augmenter le nombre d'occupants de ce bâtiment, il louait par ailleurs d'autres bâtiments en périphérie. Et donc, ce qu'on a observé au cours des 4 mois de cette année, les 4 derniers mois de l'année, c'est qu'on a vu passer sur les badgeuses 1278 personnes, sans les discriminer. Après, si on se concentrait sur les personnes qui sont entre guillemets domiciliées, dont le bureau principal est dans ce bâtiment, on en a vu 688. On en a vu que 551 présentes simultanément dans le bâtiment.
Et quand on en a retiré les profils qui ne sont pas des profils entre guillemets assis, mais qui sont plutôt des profils d'intervention, de maintenance, etc., on est tombé le jour du pic à 470 personnes présentes simultanément dans le bâtiment, sachant qu'on a pris comme maille la demi-journée. Quelqu'un qui entre pour 1 heure, il est considéré comme étant là pour la journée, de manière à avoir toujours une marge de sécurité. Et ça, on a pu le comparer avec la capacité réelle du bâtiment en termes de nombre de postes de travail, sans compter les salles de réunion, sans compter les bulles, sans compter les espaces de concentration. La capacité est à 605, donc on voit qu'on est largement en confort, surtout s'il s'agit de la journée la plus intense, la journée du pic sur les 4 mois les plus intenses de l'année. Autre enseignement intéressant, la norme en termes de télétravail chez ce client, c'était intéressant parce que c'est un client qui faisait déjà pas mal de télétravail avant la crise. Ils annonçaient 2 jours de télétravail. Et ce qu'on a pu noter, c'est que on a 26% des gens qui venaient moins d'un jour par semaine au bureau. On ajoute 4% et on a donc 30%, un tiers de la population qui vient maximum un jour par semaine au bureau. Il y a probablement des populations nomades, commerciales et autres, mais c'est important d'avoir cette vision objective de la fréquentation. Et puis, on ajoute encore 17%, donc on est à 47%, viennent maximum 2 jours au bureau. Et puis, pratiquement les 3 quarts viennent au maximum 3 jours par semaine au bureau. Et donc, on imagine assez bien le taux d'utilisation de ces espaces. Par contre, on ne sait pas encore quel jour ils viennent, et ça c'est important, parce que s'ils viennent tous le même jour, le besoin en capacité, il est inchangé. Je passe sur certains détails. Ici, vous voyez les évolutions de moyenne dans la semaine, avec les moyennes ici en gris, et puis les maximums constatés et les minima constatés pour chaque journée de la semaine. Il y avait le mois de décembre compris dedans, donc on peut avoir des données, des valeurs qui descendent très très bas, et tout ça est comparé évidemment avec la capacité d'accueil. Ce qu'on constate aussi, c'est que sur les 81 jours d'observation, seulement 9 jours ont connu une occupation dépassant légèrement 70%. Après ça, on était chaque fois moins. Donc le pic lui-même est arrivé une fois, puisque c'était le pic, mais on peut dire que c'est un jour sur 9 qu'on approche des 70%. Donc on est largement en confort. Et si on représente ça vraiment de manière journalière, on voit qu'il y a des cycles très marqués, où systématiquement le lundi est un jour moyen avec des pics les mardis et les jeudis. Le mercredi est moins travaillé et il y a une décrue le vendredi. Et à nouveau, ici, on a représenté aussi la capacité en desk, mais on a ajouté la capacité quelque part de réserve avec les bulles et les quiet rooms. Donc, ça permet de visualiser comment une entreprise en télétravail, avec à raison de 2 voire 3 jours par semaine, mais sans orchestration d'occupation des espaces, peut avoir une battance extrêmement forte dans la fréquentation des espaces. Je passe certains détails. Autre représentation, c'est étage par étage. C'est pour un autre client, où là c'est intéressant, il badgeait aussi au niveau de chaque étage via les ascenseurs, mais en plus chaque équipe a un étage qui lui est attribué, donc on peut utiliser ces déductions là aussi. On peut voir que dans ce cas-ci, il y a une vraie tension, puisque j'ai ici le taux d'occupation moyen en bleu au niveau du 3e étage qui est à 66 postes, 66 personnes, alors que la capacité est moindre, elle est plutôt de 60 postes, et qu'on est le jour du pic monté à 94 occupants. Bien entendu, il y a les salles de réunion, et on sait qu'en moyenne, à un instant T, 20 à 30%, voire plus, des occupants d'un bâtiment se trouvent dans les salles de réunion. Donc, ça explique pourquoi la situation n'était pas encore nécessairement explosive. Autre élément intéressant, on peut utiliser ce genre d'informations pour constater la dynamique de circulation des flux de personnes entre les étages et donc entre les équipes également. Alors, autre exemple, cette fois-ci, c'est quand on zoome et on comprend l'exploitation de l'espace par des business units en particulier. Et donc, on retrouve 4 mois d'observation. Je vais d'ailleurs retirer le mois de décembre pour me concentrer sur on va dire les périodes d'occupation les plus intensives. Et j'ai ici à droite la liste de mes entités, et je vais pouvoir comprendre comment fonctionne une entité en particulier en termes d'occupation. Et vous voyez que cette division
à une fluctuation extrêmement forte. Et un vendredi, ici, on le reconnaît très bien, toutes les valeurs les plus basses sont des vendredis, suivi de lundi, contrairement au cas précédent. Le lundi est un jour intensif, le mardi est un peu plus calme, le mercredi plus calme, le jeudi est de nouveau plus intensif et le vendredi redescend très fort. Et on peut analyser ça entre plusieurs entités, voir éventuellement si elles ont des comportements complémentaires qui pourraient être intéressants et qu'on devra de toute façon orchestrer dans, je dirais, dans la nouvelle vie. Et donc, on sera en mesure de regarder si les dispositifs mis en place sont effectivement suivis dans la réalité. Dernier exemple, c'est plutôt au niveau campus ou d'une ville où on va ici s'intéresser à un patrimoine et à un nombre d'occupants beaucoup plus important. Et on va pouvoir comparer le taux d'affluence sur les différents sites et donc aussi faire une sorte de load balancing entre les sites en fonction de la fréquentation qu'on y observe. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, c'est que ce client ne fait pas, cette organisation ne fait pas de télétravail. On était avant Covid, bien entendu, pas de télétravail. Donc, vous voyez beaucoup plus de stabilité dans l'occupation. On a éventuellement un petit affaissement quand même remarquable le mercredi et encore plus le vendredi, mais les amplitudes sont nettement moins fortes. Et au niveau de sites ou de cette taille-là, ça a des incidences, bien entendu, aussi sur la capacité d'accueil des parkings, mais sur la capacité d'accueil des restaurants, des cafétérias et autres. Et donc, c'est un outil particulièrement privilégié pour organiser les grands flux au sein des sites. Pour finir, on peut aussi comparer un portefeuille de bâtiments au sein d'une ville, au sein d'un site, et voir par exemple, ici chaque ligne correspond à un bâtiment, et on peut comparer les bâtiments suroccupés à des bâtiments qui sont sous-occupés. On voit que ces bâtiments ici sont suroccupés 98% du temps, alors que les autres sont rarement, ici en orange, rarement utilisés. Et là aussi, on va pouvoir probablement réorganiser l'affectation des espaces. Tout ça grâce à des données qui existent. On n'a pas eu besoin de déployer quoi que ce soit comme technologie, sauf, je dirais, de l'analyse et des moyens, certes puissants, d'analyse des données et de restitution. On n'a pas dû déployer de hardware, on n'a pas dû émettre de nouvelles ondes ou quoi que ce soit. Par contre, déployer des nouvelles technologies comme des capteurs peut s'avérer utile pour des espaces particuliers, comprendre comment les bulles ou les fameux bubbles sont exploités. Les salles de réunion, est-ce qu'une salle de réunion de 10 personnes est utilisée effectivement par 10 personnes ou est-ce qu'elle est utilisée par une ou deux personnes? Ça va nous permettre de les dimensionner puisque les espaces collectifs vont prendre de plus en plus d'importance proportionnellement dans les espaces occupés et donc il sera vraiment important de bien les dimensionner pour les groupes qui les occupent réellement. Tout comme on peut déployer des capteurs de passage qui vont permettre d'analyser l'espace, la fréquentation de certains espaces particuliers ou certains sous-espaces. Voilà, ça c'était pour la partie, je dirais, un peu quantitative de la fréquentation des espaces. Je vais passer la parole à Laura Chauvelon, qui va nous entretenir sur la mesure de l'expérience du lieu de travail qui est faite par les occupants. Et Sophie Léonard pourra aussi nous montrer comment ces informations-là permettent d'orienter, de designer les nouveaux environnements de travail. Merci Xavier et bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être de la partie aujourd'hui pour discuter de cette donnée que je pense que vous l'aurez compris est très importante pour nous, surtout dans ce contexte particulier où on parle de plus en plus d'hybridation et de flexibilisation des espaces de travail et pour le coup où la donnée devient vraiment un levier typiquement pour des stratégies de redimensionnement des espaces ou de réaménagement des espaces en fonction des différents profils. Et on voit vraiment des nouvelles tendances qui émergent. Typiquement sur cette slide, on observe des espaces de coworking qui sont aussi des éléments très intéressants dans la mesure où ils nous permettent d'absorber éventuellement des pics d'activité pour lesquels il y a vraiment une nécessité de les absorber si on commence à penser à redimensionner ces espaces à l'usage. C'est
type d'espaces tierces, hein, donc c'est des coworking, c'est aussi des hub office ou des espaces finalement de sociabilisation, ça peut être des cafés aussi, sont aussi très intéressantes pour des profils typiquement très nomades qui auraient choisi justement de tirer profit de cette hybridation des modes de travail et qui peuvent utiliser donc ces espaces tierces comme lieu où ils vont pouvoir collaborer, recharger un petit peu leur capital social, sans pour autant devoir faire tout le trajet pour se rendre sur leur lieu de travail physique, enfin le siège. Donc, pour élaborer des stratégies autour de toutes ces thématiques, c'est très important forcément de pouvoir se focaliser sur des besoins individuels qui vont s'intégrer aussi dans un schéma collectif forcément. Et pour ça, il faut donc se focaliser un petit peu sur les besoins en termes de quantité, en termes de qualité, de collaboration, et aussi en termes de travail qui sont plus dédiés à de la concentration, entre autres. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre une donnée qui circule énormément sur les réseaux sociaux de nos jours, et dont à la source, on a une question à laquelle vous avez peut-être tous eu l'occasion de répondre d'ailleurs, qui est quelle proportion de temps souhaiteriez-vous retourner sur votre lieu de travail après l'instance Covid. Donc on le sait, on a un résultat qui oscille en fait entre 2 et 3 jours, donc c'est une moyenne. Ce qui est intéressant avec les moyennes, c'est que c'est un très bon indicateur pour commencer à réfléchir à de nouvelles stratégies, mais les moyennes en général occultent une myriade d'autres possibilités. Donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est par le biais d'un outil qui s'appelle le persona. Et pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cet outil, donc un persona est un personnage fictif, hein, mais qui regroupe un ensemble d'attributs et de spécificités liées à des profils significatifs, donc qui vont représenter votre population de collaborateurs ou d'utilisateurs du site, pour justement pouvoir mieux les comprendre. Donc ici, on a tablé sur des personas de mobilité. C'est vraiment la question et l'enjeu d'aujourd'hui en termes de réentrer dans les bureaux. Et je vous propose donc de ne pas commencer par cette moyenne qu'on voit partout, hein, de ces personnes qui choisissent, qui aimeraient pouvoir revenir 2-3 jours sur site, mais plutôt un autre type de persona qui existe aussi, qui est peut-être un petit peu plus extrême. Donc c'est un persona qu'on a appelé office-based dans la mesure où il s'agit de personnes qui, de par la nature de leurs activités, sont vraiment forcées de revenir sur site la plupart de leur temps. Ce qui veut dire que à cause de leur activité, de leur métier, donc ça peut être très relié à un équipement en particulier. Je pourrais citer, c'est vrai qu'on pense beaucoup à des personnes qui travaillent en production. Donc nous qui travaillons beaucoup avec des clients qui ont des environnements très mixtes, on observe aussi qu'il y a d'autres profils, hein. Typiquement, je vous donnerai par exemple des archivistes qui, quelquefois, ont besoin d'archiver des éléments qui sont très volumineux et qui ont besoin d'être sur place. C'est pas quelque chose qui peut se faire à la maison. Je peux aussi donner l'exemple de types de profils qui doivent être dans un environnement spécialement sécurisé et qui, à ce stade, ne peuvent pas imaginer déporter cet environnement secure hors de leur siège. Et puis, forcément, il y a aussi tous ces profils qui doivent manager ces personnes qui sont sur site la plupart du temps, et typiquement aussi des personnes qui doivent s'occuper de ces bâtiments. Et je pense qu'on en a pas mal qui sont connectés aujourd'hui. Donc, ils comprennent très bien. Donc, il y a une quantité de personnes, et c'est d'ailleurs les personnes qui sont, a priori, revenues le plus tôt possible sur leur lieu de travail durant même l'instance Covid. Et voilà, c'est une configuration qui finalement ressemble beaucoup à ce qui se passait en instance pré-Covid parce que on parlait beaucoup moins de flexibilisation des postes de travail et de méthodes plus agiles en termes de mode de fonctionnement. Donc je tenais à le dire ça parce que c'est vrai qu'on travaille depuis de nombreuses années sur ces questions de réagencement et de comprendre l'occupation des espaces de travail. Et au sein de nos études, pour mieux comprendre l'utilisation de ces postes, on le sait maintenant, on peut le révéler, c'est que la plupart de ces postes sont en fait occupés réellement entre 50 à 60% du temps. Donc, ça s'explique très bien par le fait que ces personnes sont soit en vacances, soit en absence pour congé maladie, soit tout simplement en déplacement parce qu'ils ont des réunions à l'extérieur. Ils peuvent être aussi, comme le disait tout à l'heure Xavier, dans ces exemples, en réunion, donc sur d'autres parties du site.
Donc, une grande proportion de ces postes ne sont finalement pas tant utilisés que ça. Je vais avancer un petit peu sur mon histoire de persona et puis entamer le prochain persona qu'on a nommé les office-centric. Donc, à contrario de ce premier persona, c'est pas des personnes qui ont absolument besoin de se rendre sur place pour être productifs, pour être efficaces au sein de leurs activités, mais c'est des personnes qui vont quand même fortement privilégier le lieu de travail, dans la mesure où ils trouvent une certaine adéquation par rapport au métier, aux activités qu'ils doivent mener. Et donc, ils cherchent vraiment à trouver cet environnement qui va être un support pour leurs activités. Ici, c'est assez intéressant de creuser justement cette question. Est-ce que ces personnes vont se rendre sur place, pour l'instant après Covid, en sachant qu'ils auront peut-être un peu plus de choix? Est-ce qu'ils vont se rendre sur le siège parce que finalement, cet environnement offre un environnement parfaitement adéquat pour leurs activités en particulier, ou est-ce que, et puis c'est pas du tout la même chose, ces personnes souhaitent revenir sur le siège parce que leur environnement de travail à la maison n'est absolument pas un support pour leurs activités, parce qu'ils n'ont pas pu concevoir un environnement dédié à leurs activités. Typiquement, quand on est sur des espaces plutôt restreints, on le sait, hein, beaucoup de personnes ont eu du mal à se créer un petit lieu dédié pour leur travail quotidien. Je vais avancer encore sur mes personas. On a le troisième persona, qui est donc cette moyenne dont je parlais au tout début. Ces personnes qui après cette année d'expérience de télétravail forcé, ont vraiment connu un bouleversement au niveau de leur mode de fonctionnement et souhaitent vraiment en tirer le plus d'avantages possible. Donc, ils vont passer sur un mode de fonctionnement qu'on appelle vraiment hybride aujourd'hui et vont être amenés à conscientiser justement leur semaine en essayant de bien comprendre quelles activités seront mieux menées sur site et quelles autres activités seront finalement très bien supportées à la maison, dans quel cas ils n'ont peut-être pas besoin de se déplacer. Donc, ces personnes vont venir et ici, j'ai posé une forte occupation en milieu de semaine parce que c'est des tendances qu'on commence à voir au travers de nos enquêtes qu'on mène actuellement. Donc, cette tendance-là, elle reflète du moins ce qui se passe un petit peu en Suisse, ce qui se passe aussi au Royaume-Uni et très certainement en Belgique aussi. C'est que quand on laisse le choix à ces personnes qui souhaitent vraiment passer sur un modèle un peu plus flexible, ils vont très volontiers décider de travailler à la maison le vendredi. Pourquoi? Parce que finalement, ils peuvent commencer plus tôt leur journée. Ils vont s'éviter la petite heure ou la demi-heure de déplacement pour aller sur leur lieu de travail. Et ils vont pouvoir aussi, du coup, finir un peu plus tôt leur journée et puis partir en week-end plus tôt. C'est un petit peu en conséquence de ça que le lundi, ces personnes vont peut-être commencer un peu plus tard, dans la mesure où ils ont prolongé un petit peu leur week-end et vont pouvoir commencer à travailler à la maison dès 9h. Et puis, à la limite, pourquoi pas rallonger un petit peu sa journée de travail parce que tout est possible. Encore une fois, ici, c'est intéressant un petit peu de creuser ce comportement, d'essayer de comprendre si ces personnes viennent sur site, finalement, une grande partie de leur temps parce qu'ils y trouvent vraiment un environnement qui est efficace, ou si au contraire ils sont poussés à aller à la maison pour certaines activités parce que leur maison leur permettent vraiment leur donne presque un meilleur support sur certains éléments, typiquement des appels de concentration ou qui sont confidentiels. Je continue un petit peu sur mes personnages. Non, je dois encore expliquer un petit peu ce qui s'est passé ici. C'est que c'est vrai que je vous présentais une tendance qui se présentait certainement en Suisse et puis dans beaucoup de pays d'Europe. Ce qu'on note pour la France, donc on voit déjà qu'il y a vraiment des diversités en termes culturels, c'est que pour la France, où le mercredi est vraiment une journée qui est dédiée aux enfants, un grand nombre de parents vont quand même choisir de travailler à la maison ce jour-là, dans quel cas ils vont pouvoir aussi accompagner peut-être leurs enfants à d'autres activités non scolaires. Je continue sur mes personas. On a ce dernier personnage, je vous rassure, qui est le home-centric. Donc, ce sont ces personnes qui, après cette expérience, se découvrent vraiment en tant que profil très nomade et se retrouvent vraiment dans cette phrase qui dit que le travail est quelque chose qu'on fait et non pas un lieu où on se rend, et qui finalement se trouve tout aussi efficace à la maison qu'au lieu de travail, et dans quel cas va peut-être plus souvent utiliser son domicile pour le travail. Là aussi, ce serait intéressant de creuser le sujet, de savoir si vraiment c'est parce que cette personne est parfaitement nomade,
un environnement de travail à la maison qu'il a pu peut-être réagencer, hein, ça on l'a vu aussi au sein des différentes enquêtes qu'on a menées lors de cette année, c'est qu'il y a des personnes qui ont carrément réaménagé leur domicile en sachant que le travail à domicile allait se perpétuer et que dans quel cas finalement c'était intéressant de pouvoir incorporer un vrai bureau dans sa maison. Pour aller plus loin sur cette réflexion, il y a même des gens qui sont allés jusqu'à se délocaliser en sachant qu'ils n'auront peut-être pas autant besoin de se rendre sur site, ce qui fait qu'ils pouvaient tout à fait se permettre une meilleure qualité souvent hein, en allant un peu plus loin, en s'excentrant un petit peu du centre-ville où se trouve le siège. D'ailleurs, les économistes appellent cet effet l'effet donut, hein, parce qu'on a vraiment un trou au niveau du centre-ville en termes démographiques. Donc, c'est assez intéressant de voir que tout ceci est très systémique et que ça a une influence aussi au niveau démographique, socio-démographique plus global. Vous l'aurez peut-être remarqué, on a aussi attribué à ces différents personas un type un mode de véhicule pour se rendre sur site. On a voulu pousser un peu plus loin la réflexion et puis imaginer un petit peu quel type de transport ces personnes utiliseraient. Puis c'est vrai qu'on a attribué aux office-based le passage à pied parce que finalement, c'est peut-être des personnes justement qui se rapprochent de leur lieu de travail dans la mesure où ils doivent s'y rendre tous les jours. Et puis, les voitures pour les personnes qui sont en quête de plus de flexibilité. On s'est amusé à imaginer que les personnes hybrides, finalement, utiliseraient leur vélo parce qu'ils sont pleinement dans cette idée de balancer vie privée et vie professionnelle. Et puis, pour le dernier persona, on imagine qu'ils sont tout à fait d'accord d'utiliser des moyens collectifs pour se rendre sur place. Je vais laisser la parole à Sophie maintenant pour qu'elle puisse commenter et faire un petit constat sur cette slide. Merci Laura. Effectivement, on voit qu'on a différents types de personas, mais ce qui est aussi important de regarder, c'est que et de prendre en considération, c'est que chaque type de persona pourrait être présente finalement dans un même département ou à plus grande échelle, sur un même plateau ou dans un même bâtiment. Parce que ces types de comportements ne sont pas forcément liés au métier, en réalité, des collaborateurs. Donc, il sera donc important d'identifier les critères d'utilisation des locaux par les équipes, avec les outils de badge dont parlait Xavier précédemment, mais aussi de déterminer les profils présents au sein des équipes pour imaginer une meilleure utilisation des espaces. Alors, on parle habituellement de ratio de flex office, mais ce ratio doit être évidemment cohérent avec les jours de télétravail, mais aussi la manière dont les utilisateurs vont utiliser le siège social au sens large. Donc, on peut tout à fait, comme le précisaient mes collègues tout à l'heure, imaginer des accords entre les équipes pour partager les espaces de bureau en fonction des activités de chaque direction, selon des jours de la semaine. Mais il ne faut pas hésiter non plus à travailler sur des échelles temporelles plus grandes et donc imaginer peut-être des choses de manière bimensuelle ou mensuelle ou même sur des périodes plus longues de 6 à 1 an. L'objectif donc de cette démonstration, c'est bien de montrer qu'on a un vrai travail à faire sur la gestion des espaces et aujourd'hui le rôle du manager, ce n'est pas seulement de gérer des équipes et des ressources humaines, mais aussi de gérer un espace. Ce manager va devoir créer des accords avec d'autres managers pour justement améliorer les synergies peut-être au sein des équipes et se répartir au niveau des plateaux et au niveau des bâtiments de manière plus efficiente, plus dynamique, efficace et aussi plus confortable, puisqu'on l'a vu précédemment, il nous arrive d'avoir des pics d'occupation en fonction des jours de la semaine et l'objectif, c'est quand même de créer une configuration confortable pour les utilisateurs, tout en évitant de créer des surfaces vides qui sont quand même assez anxiogènes finalement pour les utilisateurs. Voilà pour la répartition des espaces. On a un autre outil finalement qui nous permet d'apporter d'autres éléments sur finalement les goûts des utilisateurs. Je vais laisser Laura présenter cet outil. En effet, on tenait à vous présenter aussi cet outil Lisman parce que c'est un outil externe, donc c'est un organisme indépendant qui organise ces recherches. Et ces recherches et ces études qui nous servent beaucoup comme éclaireurs
sur tout ce qui est topic sur la perception de l'environnement de travail. Donc, le Lisman est en fait un outil de sondage par lequel il cherche en fait à récolter l'expérience et la perception des utilisateurs par rapport à l'enveloppe bâtimentaire et tous les services et activités, éléments physiques qui sont intégrés dans le bâtiment. Donc, en fait, c'est un sondage où les répondants sont amenés à répondre à une série de questions pour qu'on puisse mieux capter leur profil. Et puis par lequel ils vont pouvoir par la suite aussi évaluer l'importance des activités, des éléments dans le lieu de travail et des services qui sont déployés au sein de l'environnement de travail, voilà, pour en quelque sorte les noter. Voilà un rapport typique de ce qui ressort de ce sondage. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un indice qui va être reporté, un indice qui se pose sur une échelle de 0 à 100. Donc ce qui s'appelle l'indice Lisman et qui est un indicateur finalement pour les entreprises pour comprendre un petit peu où ils se situent. On peut facilement comparer cet indice par rapport au benchmark mondial qu'ils ont pu composer parce qu'ils ont à ce stade à peu près 800 000 répondants, ce qui constitue un benchmark assez robuste en termes de compréhension de la qualité des environnements de travail. Et voilà, c'est vrai qu'ils nous éclairent beaucoup sur le sujet. Ils ont d'ailleurs dénombré un certain nombre de ce qu'ils appellent des super drivers. Donc, c'est des éléments ou des activités qui sont vraiment clés au sein de l'environnement de travail et qui ont une forte impulsion dans tout ce qui est perception et satisfaction de l'environnement de travail. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ce outil aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, on vous fait volontiers une présentation annexe plus tard. N'hésitez pas à me contacter. Et je vais laisser Sophie reprendre la parole pour expliquer le fruit de leur recherche ici. Oui, effectivement, comme le disait Laura, cet outil finalement nous permet de reconnaître les tâches qui sont le mieux supportées, que ce soit sur le télétravail, qui représente, donc c'est les lignes noires du graphique, ou le siège social qui sont représentés par les lignes grises et bleues pour les meilleurs résultats des sondages. Donc, on voit évidemment sur la partie gauche du graphique que le siège social reste le lieu idéal pour, bien entendu, l'accueil des clients, la connexion entre les équipes, la transmission d'informations et d'expériences, le travail en mode projet et les rencontres informelles qui restent indispensables finalement pour créer du lien entre les collaborateurs. En revanche, et c'est la partie droite du graphique, on voit que le siège social fait généralement défaut sur les activités de réunion en visio ou conférence call, de conversations confidentielles, professionnelles ou privées d'ailleurs, et des conversations téléphoniques, quelle que soit leur nature, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc, on peut imaginer répartir des tâches en fonction des lieux de travail, c'est-à-dire essayer de répartir finalement les tâches de production pure en télétravail et les tâches d'échange, en tout cas avec les collaborateurs ou les rencontres clients au siège. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quand même relativement difficile de séparer réellement l'exécution des activités en fonction de la situation géographique des personnes. On sait qu'en théorie, le siège social devrait pouvoir répondre à toutes les attentes. En tout cas, c'est surtout le besoin des utilisateurs après une longue période de télétravail qui a été forcée. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grosse attente et on va passer justement sur un deuxième graphique. Si tu veux bien changer de slide, Laura, s'il te plaît. Merci. Donc, ce graphique, ce diagramme nous permet de distinguer de façon un peu plus précise les tâches qui sont les plus importantes pour les collaborateurs. Donc, elles sont réparties ici en 5 catégories. Donc, on a le domaine du travail individuel, le domaine du travail collectif, les échanges informels, les réunions formelles et une 5e catégorie qui répertorie des activités annexes. Donc, on voit la ligne blanche en pointillé qui représente donc les activités les plus importantes. La ligne bleue représente les activités soutenues par le télétravail et la ligne blanche symbolise le siège social. Donc, on voit clairement que les activités les plus importantes pour les utilisateurs interrogés sont la concentration individuelle au poste de travail pour des tâches de production, les réunions planifiées avec les équipes, la collaboration en mode projet et les conversations téléphoniques et les conférences call. Et on voit aussi que les moments de pause sont des éléments importants auxquels finalement, que ce soit le télétravail ou le siège, doivent répondre.
Donc, sur ce diagramme, on lit clairement une défaillance finalement des espaces de bureau sur des activités liées à la communication vers l'extérieur, qu'elles soient confidentielles ou non, finalement. Alors, toutes ces données qu'on vient de voir nous permettent finalement de comprendre le comportement des utilisateurs et leurs besoins et vont nous servir finalement pour adapter nos méthodes d'organisation. Et je vais laisser Xavier justement terminer et nous présenter les prochaines étapes. Merci Sophie, merci Laura. Donc en conclusion, comme on l'a dit au départ, on est devant une période mouvementée, pleine d'inconnus. Et donc les données vont être essentielles pour comprendre ce que nous vivons, pour analyser le résultat de ce qu'on nous mettons en place. On a vu qu'il y a un volet quantitatif qui est un vrai challenge, puisqu'une entreprise qui fait du télétravail, si on ne régule pas l'affluence des équipes, et on va se retrouver avec des situations où on aura besoin de la capacité complète le mardi, le jeudi en particulier, et on aura des bureaux semi-déserts les autres jours, ce qui est totalement inefficace tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Et par ailleurs, au-delà de l'aspect quantitatif, il y a tout l'aspect de la perception de l'environnement de travail et de ce qu'on a appelé les super drivers de l'expérience des lieux de travail qui va être décisif pour fournir un environnement de travail au bureau qui soit attrayant, qui soit productif, qui soit efficace, en plus d'incarner l'âme de l'entreprise et donc d'être un lieu d'intégration, un lieu de mobilisation. Et donc, on est face à ces nécessités d'ajuster, de revoir, bien entendu redimensionner, mais aussi ajuster, reconcevoir les espaces de demain. Et ça fera partie des sujets que nous aborderons dans nos prochains webinaires, tant au niveau, d'une part, de la partie conception, que la mise en place aussi de nouvelles logiques d'allocation dynamique des espaces entre les équipes. Et en dernier lieu, on verra comment gérer le changement pour que toutes ces transformations, ces transitions se fassent au mieux. C'était ça les sujets qu'on voulait aborder et puis introduire aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions. On a une première question concernant les 5 jours au travail. Est-ce qu'on observe une extension de la période de travail, par exemple le week-end, pour pouvoir adapter les besoins, les souhaits du personnel, etc. Et est-ce que certaines entreprises rendraient l'accès au bureau possible ces jours de week-end? Je ne sais pas si Sophie ou Laura ont une réponse à cette question en termes de fréquentation et de rendre les bureaux accessibles samedi, dimanche, pourquoi pas, dans ce nouveau contexte. Tu veux commencer, Sophie? Oui, alors moi je vais m'attarder sur la partie, on va dire, logistique de cette question. Évidemment, on sait que pour les collaborateurs finalement qui utilisent un système de badge, je vais rester basique, mais le badge est configurable finalement à une utilisation prolongée. On sait qu'on configure les horaires d'entrée et de sortie, on sait qu'on configure plein de choses avec ces systèmes informatiques. Donc oui, c'est possible. Après, attention à ne pas mélanger trop la partie professionnelle et la partie privée. On a quand même un droit à la déconnexion, je pense que c'est important quand même de le préciser. Et aussi l'importance finalement de rencontrer aussi ses collaborateurs. Et c'est ça aussi l'objectif de rester sur une base qui soit la base de la semaine, puisqu'on sait que l'objectif de revenir au bureau, c'est potentiellement aussi pour rencontrer des collaborateurs. Donc après, effectivement, chacun peut s'organiser, mais je vais laisser peut-être Laura nous parler peut-être un peu de la partie RH du sujet. Oui, en effet, je pense que ce que Sophie dit en termes expérience utilisateur, c'est très vrai, c'est très correct. En termes de technicité de l'approche aussi, c'est possible, mais et puis en effet, on le voit dans
dans les questions, il y a déjà une réponse à ce niveau-là. Il y a forcément aussi un cadre légal auquel il faut prêter attention, parce que dans tous les cas, le télétravail est administré par le droit du travail, du moins en Suisse. Hein, et pour le coup, on a aussi tout ce qui est aspect légal, qui finalement exactement repose sur les mêmes principes qu'on retrouve quand on ne fait pas de télétravail. Donc, faut essayer de voir comment est-ce que ça peut s'interposer là-dedans, au-delà d'évaluer des besoins et des envies individuelles. Et il y a bien entendu des questions d'assurance pour les collaborateurs, puisque la période de travail qui est reconnue aujourd'hui, c'est du lundi au vendredi, en fonction des sociétés, en fonction des métiers, bien entendu. Mais ce qui veut dire accueillir des collaborateurs sur le week-end veut dire accroître les assurances, et c'est souvent le problème en réalité. Tout à fait, merci. Je compléterai que dans la veille de marché qu'on réalise, on n'a pas capté ce genre de signal faible sur l'intention de rendre les lieux de bureau accessibles le samedi ou le dimanche. D'autant plus qu'on a constaté que les gens travaillaient très bien chez eux. Et c'est plutôt, en fait, comme Sophie et Laura l'ont indiqué, l'importance de l'équilibre, temps de travail, temps de famille, etc., va plutôt inciter à avoir des moments privilégiés pour le travail et des moments privilégiés pour la vie de famille, la vie personnelle. Donc, a priori, pas de signaux dans ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de clôturer. Si vous avez des questions qui surgissent plus tard, n'hésitez pas à nous les partager. On sera ravis d'y revenir. Et on vous donne rendez-vous dans nos prochains webinaires qui seront annoncés sur les réseaux sociaux très prochainement. Et bonne continuation à tous. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.